Bonsoir à tous et à toutes et bienvenue sur ce webinaire. On a la chance aujourd'hui d'être accompagné de Ludovic Rondini, qui est directeur scientifique et directeur général du laboratoire Vitanutrix. Bonsoir Ludovic. Bonsoir Solène, bonsoir à tous. Merci d'être là. Merci à tous d'être là en effet. Aujourd'hui, on va parler d'une thématique qui revient beaucoup en consultation et chez tout le monde, on va dire, le stress. On va passer du stress passager au burn-out et voir un petit peu quelles sont les prises en charge micronutritionnelles que vous pouvez proposer à vos patients. Avant de commencer, oui, donc on va parler de la physiologie du stress, puis des conséquences du stress et enfin donc la prise en charge. Au niveau du fonctionnement de Livestorm, donc pour ceux qui ne connaissent pas encore, vous avez donc le chat sur lequel vous pouvez envoyer vos messages à tout moment. On a Victor qui est là de l'équipe Compliment pour répondre à vos petites questions en termes de fonctionnalité surtout. Si vous avez des questions concernant plutôt la présentation, posez-les dans ce cas dans la rubrique questions qui se trouve juste à la gauche du chat. Et comme ça sera un petit peu plus simple à la fin pour retourner sur toutes vos questions et y répondre à la fin sur le créneau qui y sera accordé. On a 15 minutes à la fin pour répondre à toutes vos questions. Donc vraiment, n'hésitez pas à les poser tout au long du webinaire. Et puis, je vais pouvoir laisser la parole à Ludovic. Merci Solène. Bon, alors je vous ai un peu bougé vos habitudes puisque habituellement les webinaires Compliment sont le midi et donc là j'ai un peu poussé pour que ce soit le soir. On fait un petit essai. J'espère que vous serez nombreux, fidèles et que voilà, ce sera sympa et qu'on passera un bon moment. Alors et avant de commencer, je vous dis un petit mot de Vitanutrix. Je vous rappelle au passage qu'on a un atelier demain midi. Là, pour le coup, c'est bien midi et demi demain. On aura le temps d'approfondir. J'aurai le temps de vous reparler de Vitanutrix. J'aurai le temps de parler plus en détail en fait des produits. Mais Vitanutrix, c'est une société qui est basée en Belgique. Nous sommes spécialisés dans la micronutrition et dans le développement d'actifs naturels avec une distribution qui historiquement est en circuit pharmaceutique, mais également auprès de médecins et de professionnels de santé, donc vous qui êtes là présents ce soir, et avec un partenariat depuis maintenant quelques mois avec Compliment notamment. Voilà, on a des valeurs qui sont assez fortes chez Vitanutrix. On a des technologies qui sont assez fortes avec, voilà, par exemple, des technologies de micro-encapsulation, des technologies liposomales, donc pour vous offrir des biodisponibilités qui sont maximales. Et puis, on essaye d'avoir de la transparence, une signalétique qui est claire pour des populations particulières comme les femmes enceintes et allaitantes qui se posent souvent des questions sur ce qu'elles peuvent consommer ou non comme produit. Si on veut résumer Vitanutrix en 4 valeurs, innovation, efficacité, biodisponibilité et proximité. L'innovation, on va le voir, on a quand même des produits et des actifs qui sont assez innovants. L'objectif, c'est de vraiment avoir une efficacité qui est forte. Derrière, c'est notre crédibilité qu'on engage quand on conseille un produit ou en tout cas quand un consommateur ou un patient consomme du Vitanutrix. Et derrière, vous, en tant que professionnel de santé, c'est votre crédibilité qui est engagée. Donc c'est vraiment une valeur importante, même si vous pouvez trouver que c'est un peu fake. En tout cas, ça nous tient à cœur d'avoir des actifs de qualité. La biodisponibilité, ça c'est aussi quelque chose d'hyper important. Ça conditionne évidemment l'efficacité, mais aussi la tolérance pour le patient. Et puis la proximité, vous savez que vous pouvez nous retrouver sur des salons, sur des conférences, sur des voyages, sur plein de choses, évidemment en cabinet. Donc c'est une valeur qui est importante aussi pour nous. La gamme Vitanutrix en quelques mots, donc des ingrédients innovants et objectivés par des études cliniques, c'est le cas dans toutes nos formules. En fait, on a au moins 2 ingrédients qui sont objectivés, des produits bien dosés, des associations pertinentes d'actifs, un minimum d'additifs et un maximum de naturalité. Allez, rentrons dans le vif du sujet parce que vous êtes là pour ça. Donc, du stress passager au burn-out, quelle prise en charge micronutritionnelle efficace? Alors, comme je vous le disais dans le synopsis, c'est vrai qu'on a lu plein de choses, vous connaissez plein de choses en fait sur le stress. Et en fait, j'ai peut-être focalisé sur une thématique qui est très connue, très traitée aussi en conférence, mais sur des aspects un peu nouveaux, innovants, voilà, avec la question qui m'a été chère quand j'ai préparé cette conférence. Qu'est-ce que je peux vous apprendre de nouveau en fait sur le stress?
j'espère que effectivement j'arriverai à vous éclairer sur 3-4 points en particulier. Alors, le programme, Solène l'a globalement présenté, on va s'intéresser à la physiologie du stress, on va voir au niveau cérébral comment ça se passe, on va faire un tout petit embardé sur des neurosciences. On va essayer de comprendre aussi le rôle du cortisol, qui est vraiment une molécule hyper complexe avec plein de conséquences dans l'organisme, du positif comme du négatif, notamment en cas de stress chronique. On parlera des neurotransmetteurs qui sont indispensables et fondamentaux. On a des vrais déséquilibres au niveau des neurotransmetteurs quand on est stressé. On verra évidemment les conséquences, un peu d'épidémiologie. J'ai d'ailleurs des chiffres tout nouveaux à vous communiquer qui datent de cette semaine. On verra les pathologies qui sont induites par le stress. Il y en a de nombreuses et elles sont de mieux en mieux documentées. Et puis, j'aurai un truc qui fait un peu mal à la tête, mais qui est vraiment intéressant. J'adore cette diapo sur les mécanismes d'action. Et on prendra comme exemple le lien entre le stress et la dysbiose intestinale. Enfin, on terminera par la prise en charge, 3 volets, alimentation, micronutrition et stratégie non nutritionnelle qui sont vraiment fondamentales. Alors, commençons par la physiologie du stress. Ça, vous connaissez tous. Le stress, c'est répondre à une question qui est simple, c'est la fuite ou c'est le combat. En tout cas, dans le stress aigu, parce que c'est un système, et donc le stress est avant tout un système de défense qui permet de répondre à cette question relativement simple et qui est en réalité une réponse adaptative à une modification environnementale. Là-dessus, généralement, vous connaissez tout. Vous connaissez tous et je vais enfoncer des portes ouvertes, donc je vais passer relativement rapidement là-dessus. Regardons plutôt ce qui se passe au niveau du cerveau et je vais commencer en haut à droite par la théorie du cerveau triunique qui est apparue dans les années 50 et on commençait globalement à comprendre un peu comment fonctionnait le cerveau, alors surtout à coup de lobotomie partielle, donc c'était un peu compliqué, mais peu importe. Et cette modélisation qui est très pratique définissait le cerveau en 3 couches, le cerveau reptilien, nos réflexes, le sommeil, les choses relativement basiques, et au maintien de l'homéostasie de manière générale. Et comme son nom l'indique, c'est un système très instinctif. Un cerveau émotionnel qui est le cerveau dit limbique, et puis le néocortex qui serait ou est le siège de la réflexion, de la pensée, qui est le cerveau cartésien. En fait, si on regarde spécifiquement le stress et le circuit en fait d'un stimulus lié à un changement environnemental brusque, donc là je parle vraiment d'un stress aigu dans un premier temps parce que c'est plus simple pour la conceptualiser, on a en fait 3 centres intégrateurs. Le premier, c'est l'amygdale. Donc l'amygdale, c'est vraiment le centre qui va percevoir en fait les émotions. Alors ça peut être un changement environnemental, mais évidemment ça peut être aussi une modification dite émotionnelle. Ce stimulus va ensuite être intégré par l'hippocampe. L'hippocampe, c'est ce qui va permettre de donner une valeur à ce changement environnemental. Est-ce qu'il est peu important, moyennement important, extrêmement important? Et à partir de là, en fait, on va attribuer une note qui va déclencher, ou il va attribuer un système de notation qui va permettre de déclencher, en fait, qui va avoir des conséquences plus ou moins importantes en termes de stimulus et de perception en fait du stress. Ça fait aussi, c'est grâce à l'hippocampe qu'on intègre la valeur, je dirais, éducative, parce que quand on a déjà été soumis à une situation de stress, bien souvent on réagit différemment parce qu'on se sert de notre expérience pour mieux gérer en fait ce changement. Et donc ça, c'est vraiment en fait l'hippocampe qui permet à la fois de donner l'intensité et d'intégrer un certain nombre de choses, comme notamment notre passé. Et puis enfin, il y a une partie qui est vraiment dans le cortex préfrontal, qui est finalement face à ces situations de stress, je vais réfléchir et cette réflexion va me permettre de prendre une décision qui sera la meilleure en fonction de ce que je perçois de la situation. Voilà, on peut multiplier les exemples à l'infini, souvent en cours, pour faire rigoler mes petits étudiants que je salue s'il y en a des ex qui sont parmi nous. Je leur dis, vous voyez, vous faites bousculer par quelqu'un dans la rue, vous allez regarder un peu la carrure de la personne et s'il fait 3 têtes de plus que vous, c'est sûr que vous n'allez pas tout de suite lui mettre une claque ou même signaler verbalement votre désapprobation. Peut-être que vous prendrez sur vous et que effectivement vous ferez profil bas.
Voilà, donc effectivement, on a un certain nombre de moyens de gérer un stress et un changement environnemental. Mais vous voyez qu'ici, on casse complètement cette réponse qui serait très reptilienne. En fait, ça fait intervenir tout le cerveau et plusieurs centres intégrateurs. Alors, le stress est médié par le système sympathique principalement, enfin exclusivement, avec des neurotransmetteurs, on le reverra plus tard, dopamine, donc ça c'est la motivation, hein, parce que l'énergie qui est donnée par le stress, la noradrénaline, ça c'est notamment, ça permet d'augmenter votre perception sensorielle et votre attention, hein, notamment vous voyez mieux, vous entendez mieux, vous êtes plus sensible aux odeurs quand vous êtes stressé. Ça, c'est la noradrénaline. Et puis l'adrénaline, qui est vraiment un booster général, qui a un impact très fort, notamment sur le métabolisme énergétique, puisque le stress engendre un catabolisme important, c'est-à-dire qu'on va faire fonctionner l'ensemble des organes pour produire un maximum d'énergie et répondre à cette fameuse question, la fuite ou le combat, sachant que dans les deux cas, de toute façon, il faut un maximum d'énergie. Le système opposé, vous le savez, c'est le système parasympathique, qui est médié notamment via le nerf vague par un neurotransmetteur qui est l'acétylcholine. Et on va avoir tous les effets inverses du stress qui vont être commandés par le système parasympathique, notamment la relaxation, la digestion, etc. etc. Bon, ça, généralement, vous connaissez parfaitement bien. Alors sortons un peu du cerveau et voyons voir ce qui se passe en lien notamment avec un certain nombre de glandes et notamment les médullo- et cortico-surrénales. Donc on est stressé, intégration amygdale-hippocampe, ok, ça on a vu. On a une boîte de sortie qui est l'axe hypothalamo-hypophysaire. Hein. Vous savez que tout ce qui... y a deux voies de sortie du cerveau, c'est soit le système nerveux, moelle épinière, les nerfs, etc., ou éventuellement l'hypophyse, qui est une glande qui va sécréter un grand nombre d'hormones. Et donc là, on a une cascade avec la CRH et la CTH qui vont permettre de stimuler notamment les médullo-surrénales. Ça va permettre la synthèse d'adrénaline et de noradrénaline au niveau périphérique et donc d'avoir, vous savez, cette décharge que l'on ressent bien avec une augmentation du rythme cardiaque, une augmentation de la transpiration et de la chaleur quand on est en stress aigu. Et puis, si le signal persiste, eh bien, on va rentrer dans un stress chronique avec notamment la libération d'une molécule qui est le cortisol, qui est vraiment le marqueur du stress chronique. Et en fonction de son niveau, ça va déterminer notre niveau d'adaptabilité. Je vais vous montrer ça juste sur la diapo d'après. Voilà, alors elle est là. Le cortisol, donc c'est une hormone stéroïdienne, donc qui est sécrétée par la glande surrénale. Donc vous voyez, on part d'une base cholestérol et puis après on a la fabrication du cortisol, donc comme toutes les hormones stéroïdiennes. Je vous le disais, c'est le marqueur du stress chronique. Et ce cortisol a un grand nombre de régulation, engendre un grand nombre d'actions au niveau physiologique. Donc d'une part, c'est véritablement avec l'adrénaline l'hormone du stress catabolisante, donc qui va augmenter la glycémie, notamment en activant le métabolisme au niveau du foie et du tissu adipeux. Il va permettre la régulation du métabolisme et des macronutriments, donc le métabolisme énergétique principalement. Et puis, il va aussi mettre un peu au repos tout ce qui est un peu inutile, notamment le système immunitaire. C'est aussi pour ça qu'il a une action anti-inflammatoire. Vous savez que de temps en temps, on a des molécules un peu cortisol-like qui vont mimer, c'est notamment le cas des extraits de cassis, qui ont une action en fait anti-inflammatoire parce qu'ils ont une action cortisol-like, et quand vous baissez l'action du système immunitaire, eh bien, vous avez un effet anti-inflammatoire. Alors c'est intéressant dans certains cas de figure, c'est évidemment très problématique à long terme puisqu'on voit bien une des conséquences du stress chronique, c'est une sensibilité immunitaire qui est accrue. Et puis son dernier grand rôle, je dirais, c'est la régulation du cycle circadien. Donc l'alternance jour-nuit, vous savez que on a pour nous endormir la mélatonine qui nous plonge dans l'état de sommeil, c'est-à-dire un état d'inconscience réversible, et le cortisol qui sécrété le matin
augmente notre métabolisme, augmente notre production d'énergie, et donc c'est ce qui fait que le matin, on se réveille et qu'on est normalement plein d'énergie. Alors, ce n'est pas le cas chez tout le monde, ça veut dire qu'évidemment, il y a des troubles du cycle circadien, et que derrière, il faut mettre en place potentiellement des prises en charge adaptées. Alors, c'est très intéressant. Je vais passer un peu rapidement sur cette diapo parce que, bon, comme d'habitude, vous me connaissez bien, je prévois toujours beaucoup trop de choses à raconter par rapport au temps qui m'est imparti. Mais le cortisol, donc vous voyez, au sein d'une journée en haut à gauche, on a des valeurs de sécrétion du cortisol. Donc, on peut le doser soit au niveau sanguin, soit au niveau salivaire. Salivaire, c'est plus pertinent en fait de le faire. Mais vous voyez qu'on va avoir un pic de cortisol globalement une demi-heure à 1 heure après le réveil, et puis après on va avoir une descente en fait progressive de ce cortisol au cours de la journée. Et donc ça c'est intéressant parce qu'en fait on a des abacs, on a des courbes où on sait ce qu'est un cortisol entre guillemets normal, et un certain nombre de labos d'analyse. J'ai pris là des diapos en fait du labo que j'ai mis en bas à gauche en référence. Je ne travaille pas avec eux, je ne sais pas qui ils sont, je trouve juste que leurs infographies sont particulièrement bien faites. Donc, il n'y a pas de message caché, allez voir ce qu'ils font, etc. etc. Mais globalement, on peut avoir comme ça des synthèses de cortisol qui sont perturbées. Par exemple, ici, en cas de stress chronique, vous voyez, on a un maintien du taux de cortisol. Alors, un maintien, c'est peu de le dire, enfin, c'est pas véritablement un maintien, puisqu'on a quand même une diminution assez nette au cours de la journée. Mais vous voyez qu'arrivé en fin de journée, début de soirée, on a un cortisol qui est plus haut en fait que la norme, et ça engendre de la nervosité. On est à peu près sûr que là, il va y avoir des troubles du sommeil qui vont être associés. Vous voyez, en cas de fatigue chronique, là, on a un cortisol qui est globalement plus bas dès en fait midi, et donc là, ça va se traduire par des fatigues, une perception de la fatigue qui est importante, avec de temps en temps chez le patient des phénomènes compensatoires. Il consomme de la caféine, il consomme du sucre, parce que le sucre, ça provoque un pic de glycémie, et donc évidemment, ça redonne artificiellement de l'énergie. Et puis, on peut avoir ici, à droite, vous voyez, un cortisol qui est tout le temps faible. Et là, vraiment, on est sur une personne qui est vraiment en burn-out avec des valeurs qui sont beaucoup trop faibles. Et ça se traduit effectivement par une baisse de motivation, baisse d'énergie, fatigue chronique, etc., etc. Il y a un autre point que je voudrais vous expliquer aussi, c'est quand vous maintenez des taux de cortisol qui sont trop hauts tout le temps, eh bien, vous avez une adaptabilité qui diminue. En fait, quand vous avez un stress aigu, je reviens sur un stress aigu, votre taux de cortisol doit être capable d'augmenter très rapidement pour rediminuer en fait dans l'heure, dans les 2 heures qui suivent. Et ça, plus votre cortisol est capable de varier rapidement, plus vous êtes adaptable à un changement de situation, et plus vous êtes en bonne santé, moins vous vous sentez stressé en fait. Donc en fait, vous pouvez avoir un pic de stress, mais c'est comme pour le rythme cardiaque. C'est pas grave que ça monte haut, ce qui est important, c'est que ça redescende vite et bien. Eh bien, vous voyez, pour le cortisol, c'est la même chose. Et si vous êtes sur des niveaux de cortisolémie qui sont trop élevés tout le temps, eh bien, vous avez une adaptabilité qui est plus faible, et donc une adaptation au changement qui est moins bonne. Alors, terminons par les neurotransmetteurs. Les neurotransmetteurs, j'ai essayé de vous résumer les 6 qui sont les plus impliqués en fait dans le stress. Donc, le premier, c'est la dopamine. Alors, c'est un peu catalogue, je vais essayer de synthétiser un peu les choses à ce niveau-là. Donc, la dopamine a un rôle évident dans la motivation physique et psychologique. D'ailleurs, quand on avance dans les stades de stress, on a de l'épuisement, de la fatigue importante, et ça, c'est très caractéristique d'une baisse de la dopamine. La noradrénaline, donc ça, c'est vraiment la perception ou le neurotransmetteur de la perception sensorielle et de l'attention. Je vous en parlais tout à l'heure. Quand vous êtes stressé, vos sens sont en éveil, et ça, c'est vraiment le reflet de la noradrénaline. Au passage, c'est aussi cette noradrénaline qui est responsable des troubles du sommeil, des réveils nocturnes, de cogitation. C'est quand votre balance noradrénaline sur GABA n'est pas bonne. Et puis, l'adrénaline, bon, évidemment, on a tout dit, puissant stimulant physique. Vous connaissez tous en stress aigu le ressenti de l'adrénaline. Au niveau du GABA, donc ça, c'était plutôt les catabolisants, les neurotransmetteurs qui sont liés avec un stress aigu, voire éventuellement chronique.
Au niveau des neurotransmetteurs qui sont plus impliqués dans le parasympathique et dans la relaxation, on a le GABA, donc c'est vraiment notre anxiolytique naturel, c'est lui qui va permettre de nous relaxer, de nous détendre, de remettre en mouvement en fait notre digestion. Au passage, il est en partie fabriqué par le microbiote. Les endocannabinoïdes qui ont un rôle important, notamment dans le maintien de l'homéostasie corporelle, immunité, émotion, douleur, inflammation. Donc ça, c'est fondamental. Il y a plein de moyens de stimuler les endocannabinoïdes, autrement que par de la morphine. Notamment, je viens de faire une confusion entre endocannabinoïdes et endomorphine qui vient juste après. Et donc, effectivement, on a moyen, notamment avec des molécules telles que le CBD, le cannabidiol, de relever en fait les taux d'endocannabinoïdes. Et puis enfin, on a des endorphines donc, qui sont stimulées notamment par un certain nombre de mécanismes, donc la consommation d'opiacés notamment, ou de médicaments antidouleurs tels que la morphine, mais dans des choses qui nous intéressent un peu plus en termes de prise en charge de patients, alimentation, sport, massage, et puis bon, ça vous en faites ce que vous voulez, le sexe est aussi générateur d'une libération d'endorphines importante. Ok, donc les stimulants vis-à-vis du stress, les relaxants en vert, et ça, on va voir qu'on a un grand nombre de nutriments qui peuvent contribuer à la synthèse ou à la libération de ces neurotransmetteurs. Alors, si on essaye de revenir sur des choses qui sont un peu plus en lien avec une prise en charge nutritionnelle, on connaît tous un modèle assez classique qui est celui du syndrome général d'adaptation qui a été décrit dans les années 70 par Sellier et qui définit en fait 3 phases du stress, la phase d'alarme, la phase de résistance et la phase de récupération. Bon, très bien, généralement vous connaissez bien ces phases. Alors, il y a 2 choses. Premièrement, moi je trouve que ce modèle est un peu limité en micronutrition et donc souvent je présente un modèle à 4 séquences, je vous en parle juste après. Mais également, ce qui est important, c'est de comprendre qu'une phase de résistance qui se prolonge peut avoir 2 issues. Soit on arrive finalement à gérer son stress chronique, alors soit avec une alimentation, une bonne hygiène de vie, soit d'un point de vue psycho-émotionnel, où on arrive à résoudre en fait son problème psycho-émotionnel. Et à ce moment-là, on a une adaptation et le stress a rempli son rôle d'adaptation à un changement environnemental, qui soit encore une fois physique, émotionnel, etc., ou physiologique. Si on n'arrive pas à s'adapter, alors le risque, c'est d'évoluer vers un burn-out, c'est-à-dire un épuisement complet de l'organisme avec des conséquences qui sont très importantes au niveau physiologique et généralement le déclenchement de maladies associées. Alors, moi, vous le voyez, je préfère largement en fait essayer de saucissonner ce syndrome général d'adaptation en 4 phases. La phase d'alarme, finalement, parlait plus de stress passager qui se définit généralement qui se manifeste sur quelques jours, voire éventuellement quelques semaines, mais déjà la semaine, c'est un peu gros comme unité de mesure. Donc on peut penser par exemple à des examens, on peut penser scolaire, j'entends, ou un gros dossier à rendre au travail, ou une surcharge temporaire en fait de travail. Donc ça se traduit par des troubles du sommeil, difficultés d'endormissement notamment, une accélération du rythme cardiaque ou des troubles du transit. Et au niveau physiologique, notre cortisol n'est pas globalement modifié, ou en tout cas, s'il l'est, c'est à la marge. On a quand même une noradrénaline et une adrénaline qui augmentent avec des manifestations physiques, c'est-à-dire accélération notamment du rythme cardiaque, une diminution du GABA et des troubles du sommeil qui sont associés. La deuxième phase, c'est un stress chronique. Donc là, les troubles du sommeil sont beaucoup plus présents. Réveil précoce, réveil nocturne. On peut avoir l'apparition d'un certain nombre de troubles, comme par exemple des maladies de peau, de l'eczéma, qui traduisent déjà un certain nombre de déficits micronutritionnels, comme le zinc, comme le microbiote, probiotique, etc., etc.
une perte de motivation et de fatigue, et puis l'apparition de douleurs musculaires. Dès qu'on n'a pas assez de GABA, eh bien, on ne relaxe plus nos muscles, et ça peut se traduire par un certain nombre de douleurs. Donc là, le cortisol est clairement augmenté, la noradrénaline et adrénaline également. Le GABA est un petit peu plus enfoncé. Et par contre, sur les deux neurotransmetteurs qui sont liés en fait à notre perception émotionnelle principale, sérotonine, dopamine, là on est à peu près à l'équilibre, c'est-à-dire que notre état d'humeur sérotonine reste toujours bon et notre niveau de motivation reste toujours correct. C'est-à-dire qu'on ne freine pas des cas de fer pour aller au travail et le matin, on n'a pas des difficultés à se mettre en route, ou en tout cas pas trop. La phase suivante devient beaucoup plus problématique, c'est ce qu'on appelle par anglicisme, parce que voilà, un burn-in, mot qui n'existe pas trop, mais que je préférerais traduire par une phase d'épuisement. Et là, la caractéristique principale, c'est une fatigue intense avec une démotivation qui est importante. On a envie de rien. Alors, de temps en temps, on peut connaître ces phases transitoires. Vous rentrez du travail, vous avez une journée qui a été épuisante et vous avez envie de rien. Vous n'avez pas envie de faire du sport, vous n'avez pas envie de regarder la télé parce qu'il n'y a rien qui vous intéresse, vous n'avez pas envie d'aller prendre une douche parce que voilà, et vous n'avez pas envie de manger, mais vous mangez quand même alors que vous n'avez pas faim, enfin bon, bref, etc., etc. Donc ça, c'est des états qui peuvent être transitoires. Là, on parle vraiment d'un état qui s'installe dans le temps, Le cortisol augmente très fortement et donc on a une désadaptation qui est de plus en plus importante. Notre noradrénaline et adrénaline jouent au yo-yo, c'est un coup up, un coup down, donc on a vraiment des difficultés en fait à rester vigilant, motivé toute la journée. On a un GABA qui s'effondre complètement, donc là on a vraiment des manifestations d'insomnie. Et puis le pire du pire, c'est sérotonine et dopamine qui commencent à être enfoncés. Notre morale descend, notre motivation descend aussi et notre état de fatigue augmente très fortement. Ça, c'est ce qu'on voit beaucoup dans le monde professionnel. D'ailleurs, ça génère des arrêts maladie, ce genre de choses. Voilà. Et ensuite, on a le burn-out, hypersomnie, insomnie, épuisement complet, maladie associée, donc accident cardiovasculaire, cancer, maladie auto-immune, troubles métaboliques qui se déclenchent face à cet état d'épuisement complet en fait de l'organisme et un état dépressif qui est généralement assez caractéristique. Alors, qui peut être une dépression sérotoninergique, donc baisse de morale, tristesse excessive, etc., etc. Mais ça peut être aussi, et souvent c'est couplé, avec une dépression dopaminergique et donc une motivation qui est extrêmement faible. Les gens qui font un vrai burn-out, ce sont des gens qui généralement changent d'orientation professionnelle, changent beaucoup de choses dans leur vie. Alors je pense au boulot évidemment parce que c'est généralement là qu'est la source de stress principale, mais ça peut être aussi d'autres manifestations et souvent on a un pépin de santé malheureusement quand on déclenche un burn-out et la convalescence dure plusieurs semaines, plusieurs mois, voire parfois plusieurs années. Donc, vous voyez que le burn-out c'est vraiment quelque chose de très particulier. Le cortisol tombe à zéro, noradrénaline, adrénaline à zéro. Alors, il y a toujours une sécrétion basale, bien sûr. Mais en fait, le cortisol est faible, est très faible tout le temps. Sérotonine très basse, dopamine très basse, DHEA très basse, parce que toutes nos synthèses, en fait, s'effondrent complètement. L'organisme est complètement épuisé sur un burn-out. Et encore une fois, il va falloir de nombreuses années pour récupérer la personne. Ok, très bien. Donc là, on a vu cerveau, cortisol, neurotransmetteurs et physiologie de manière générale. Essayons de voir ce qui se passe plus généralement au niveau pathologique et physiopathologique. Alors ça, je vais enfoncer des portes ouvertes, mais globalement, tout le monde est stressé. Si on essaye de faire une petite synthèse, on est globalement à 50% des Français, des Belges qui sont stressés, c'est même un peu plus chez les Français. Et je vous disais, j'ai des données extrêmement récentes, notamment une étude qui a été publiée, donc qui a été réalisée sur population française par OpinionWay. C'est un sondage qui n'est pas encore paru, mais j'ai accédé aux données en fait début de cette semaine.
et c'est en très forte augmentation en fait sur la dernière année, c'est-à-dire que les gens sont de plus en plus stressés. Alors évidemment, on connaît le contexte inflationniste, on connaît la guerre en Ukraine, on connaît la période post-Covid, on connaît un certain nombre de tensions, etc., etc. Et ça se traduit par une augmentation très nette du stress. Voilà, et ça déclenche. Je ne vais pas passer du temps sur la prévalence et l'épidémiologie, mais ça se traduit par de nombreux arrêts maladie. Donc en 2007, en France, c'était 200 000 arrêts maladie, et de toute façon, en Europe, c'est environ un tiers des arrêts de travail qui sont liés à du stress. Donc c'est vraiment un coût pour la société, et c'est un motif de consultation hyper important en fait dans vos cabinets. Alors, les principales conséquences métaboliques du stress, c'est donc des troubles du sommeil qui peuvent se traduire par une chronodisruption. Ça peut être très problématique parce qu'en l'occurrence, on peut avoir derrière, c'est toute l'auto-réparation en fait de l'organisme qui se passe mal, parce qu'on est sur des systèmes cataboliques et pas du tout sur des systèmes anaboliques de réparation. Ça peut être aussi de l'inflammation de bas grade qui se traduit par un risque de diabète, des troubles cardio-métaboliques, des troubles du rythme cardiaque, des problèmes de glycémie, etc., etc. Ça se traduit par des troubles cérébraux, donc de la dépression, des troubles cognitifs par exemple. Et puis ça se traduit par des problèmes immunodigestifs, dysbiose, problème de microbiote, hyperperméabilité intestinale, immunité en baisse. Et donc ça, j'aurai des éléments pour vous illustrer ça de manière plus détaillée. Et donc, en termes de pathologie, vous voyez qu'on a des choses qui sont extrêmement bien documentées. Je vous ai mis d'ailleurs sur la partie droite des études qui sont extrêmement récentes. Vous regardez les dates, elles datent toutes après 2020. Donc, sur le diabète, sur la qualité de l'alimentation, j'aime beaucoup aussi cette étude parce qu'elle montre que quand on est stressé, on se tourne vers des aliments qui sont pro-inflammatoires. Et donc, en fait, on a un cercle vicieux. Moins on mange bien, moins on va bien, moins on gère son stress correctement et plus on va mal s'alimenter pour avoir des aliments qui sont réconfortants en fait à court terme, mais qui sont très problématiques sur le long terme. Risque cardiovasculaire, augmentation du risque de cancer, et ça, on l'a supposé pendant des années, en fait, c'est démontré maintenant. Alors, ce n'est pas une cause de cancer, c'est un catalyseur sur une cause préexistante, en fait, de cancer. C'est-à-dire, vous avez, par exemple, un cancer qui est lié à une mauvaise alimentation de manière générale, et finalement, le stress va augmenter le risque de développer un cancer. Et puis, ça provoque aussi un certain nombre de conséquences sur la synthèse en oestrogène, sur la dépression, sur les fonctions cognitives, etc., etc. Et de manière générale, si j'essaye de résumer les choses, on a une augmentation très forte des risques cardiovasculaires, une perturbation digestive importante en lien avec le microbiote. On a derrière, au niveau de la synthèse œstrogénique et de la synthèse d'hormones stéroïdiennes, tout un tas de problèmes. Et donc, ça peut, chez des populations plus jeunes, notamment des hommes et des femmes en âge de procréer, ça peut être aussi des causes, en fait, de fertilité, et puis évidemment des troubles du sommeil, des tensions musculaires, etc., etc. Alors, très clairement, je vois l'heure qui tourne et je n'aurai pas le temps de vous détailler, de rentrer dans les détails en fait de ce schéma, mais c'est une publication extrêmement récente. Alors, je suis désolé, j'ai oublié de mettre la référence, mais qui montre en fait les liens qu'on peut avoir entre le stress et tous ces désordres physiologiques et physiopathologiques que je vous décris. Et vous voyez que vous allez retrouver des choses que je viens d'évoquer, c'est-à-dire une mauvaise alimentation, un déficit d'activité physique, une perturbation de la prise alimentaire, des problèmes d'hyperperméabilité intestinale, des problèmes de microbiote et de dysbiose, des inflammations périphériques, mais qui vont ensuite se traduire par de la neuroinflammation et de la dépression. Un métabolisme altéré avec derrière des neuropeptides tels que la gréline notamment qui sont impliqués dans la prise alimentaire et dans le diabète qui vont être perturbés. Et donc vous voyez, cette publi est hyper intéressante parce que justement elle fait les liens entre ces organes en lien avec justement le développement d'un stress chronique. Donc
c'est intéressant parce que ça permet de repositionner en fait les différents déséquilibres qu'ils peuvent avoir. Et finalement, le stress constitue, j'aurais tendance à dire, la cause primaire de ces déséquilibres. Et derrière, on voit bien que tout ça crée des cercles vicieux avec des boucles de rétroaction. Évidemment, quand vous avez un microbiote qui est perturbé, ça diminue votre sensibilité au stress. Ça augmente votre stress et ça diminue votre capacité de gestion du stress. Et ça, on a plein d'études maintenant qui le montrent très bien, notamment des études qui maintenant ont une quinzaine d'années qui montrent très bien que chez des souris axéniques, on a une résistance au stress qui est particulièrement affaiblie. Et puis derrière, dès qu'on touche au microbiote, dès qu'on touche à la barrière intestinale, évidemment, on a des liens avec l'inflammation et avec une baisse générale de l'immunité. Allez, comment prendre en charge le stress de la manière la plus efficace possible? Eh bien, n'oubliez pas que dans un premier temps, on peut faire plein de choses indépendamment de l'alimentation et de la supplémentation. Les stratégies non nutritionnelles sont importantes. Alors, on peut citer par exemple la cohérence cardiaque. Il y a peut-être un certain nombre d'entre vous qui interviennent dans le milieu de l'entreprise. Et dans le milieu de l'entreprise, j'ai certains collègues, confrères qui prodiguent des exercices de cohérence cardiaque justement pour apprendre facilement entre guillemets, on est d'accord, mais rapidement plus exactement, à mieux gérer son stress. L'exercice physique aussi est important. Et là, vous voyez que cohérence cardiaque comme exercice physique, en fait, on va augmenter l'oxygénation et finalement, l'oxygénation des tissus et du cerveau, entre autres, a tendance à diminuer en fait le niveau de stress. Et ça, c'est vraiment important, en fait, d'augmenter les exercices aérobies, soit par de la respiration avec des fréquences bien codifiées, soit par de l'activité physique de moyenne ou haute intensité pour vraiment être en aérobie. Le rire, le sourire, c'est important. Il y a la notion de convivialité aussi qui est de partage, qui permet de gérer le stress. La méditation qui est importante. Alors d'ailleurs, petite expérience personnelle, c'est vrai que dans les gens que j'ai pu suivre, discuter, échanger, etc., c'est vrai qu'on a des personnes à qui la méditation va convenir, d'autres l'exercice physique, la dépense aérobie, voire de forte intensité, va mieux convenir. Donc ça, c'est vraiment adapté en fonction des patients. Le sommeil, alors vous allez me dire, ouais, vous êtes stressé, alors comment je me repose si globalement je suis stressé? Oui, mais en fait, il faut essayer de respecter son sommeil, comprendre ses cycles du sommeil, aller se coucher à heure fixe. Voilà, et éventuellement travailler sur la supplémentation pour améliorer son sommeil, parce que mieux on dort, plus on répare notre organisme, plus on reconstitue nos réserves, plus on régule en fait notre cerveau et nos synthèses hormonales et de neurotransmetteurs. Donc c'est vraiment important. La luminothérapie peut nous y aider et les massages aussi sont hyper importants. Libération notamment d'endorphines, et diminution du cortisol quand on est massé. La chaleur aussi a cet effet. Donc, vous voyez qu'on peut faire des choses et je suis sûr qu'en cabinet, vous faites énormément de choses sur ces stratégies non nutritionnelles. Bon, ensuite, il y a l'alimentation qui est importante. Et on arrive de mieux en mieux à définir ce qu'est l'impact de l'alimentation, notamment sur tout un tas de composantes. Donc moi, vous savez que je traite souvent la thématique l'alimentation anti-inflammatoire parce que c'est vraiment un des piliers en fait d'une bonne santé. Mais on pourrait aussi parler de l'alimentation du bonheur. Et notamment, on a cette étude très intéressante publiée en 2016, réalisée sur 12 000 personnes de 15 à 93 ans, qui prenaient donc 8 portions par jour de fruits et de légumes contre 3,8 portions. Donc, on les a éduqués pour qu'ils mangent plus en fait de fruits et de légumes. Et les conclusions de cette étude, c'est que finalement, on avait un sentiment de bonheur qui était augmenté. Alors, là aussi, ne pensez pas que c'est factice. On a vraiment des mesures, notamment sur des échelles visuelles qui sont hyper intéressantes sur le sentiment de bonheur. C'est des choses qu'on arrive à monitorer, à mesurer, qui sont assez fiables.
Et d'ailleurs, maintenant, il n'y a quasiment plus une étude clinique qui se fait sans qu'il y ait une mesure de la santé subjective ou du bonheur, parce que en fait, finalement, ça devient indépendamment de la prise du médicament, du complément ou de la technique utilisée, ça devient un indicateur qui est hyper important et qui est pris en compte notamment dans l'évaluation de la fiabilité d'une étude clinique et de l'intérêt d'ingérer un médicament, un nutriment ou de pratiquer une technique en particulier. Voilà, et donc ça, on a aussi une mesure sur d'autres événements heureux, notamment celle de décrocher un emploi. Et vous voyez que la perception ou le sentiment de bonheur lié à une amélioration de la consommation de fruits et légumes était égale ou équivalente à celle de décrocher un emploi. Donc évidemment, ça prend du temps, mais vous voyez que sur le long terme, l'alimentation est un véritable levier pour se sentir mieux et globalement pour se sentir plus heureux. Alors, les mécanismes d'action, on les connaît. Là, l'étude pointe notamment l'apport en caroténoïdes comme étant particulièrement important. On peut moduler peut-être un petit peu les choses parce qu'il y a d'autres antioxydants, il y a des acides aminés aussi qui sont importants, il y a des précurseurs de neurotransmetteurs, il y a les fibres avec leur impact sur le microbiote. En tout cas, cette étude est relativement solide et vraiment, je la trouve hyper intéressante. C'est pour ça que je passe un peu de temps à vous la présenter. Mais vous voyez qu'on a d'autres publications. Ici, celle-ci date de mars 2021, où on a notamment en lien avec l'alimentation et certains nutriments, eh bien, des effets physiologiques directs, voilà, et notamment une modulation donc, du fameux axe hypothalamo-pituitaire adrénalien, donc, qui est l'axe du stress, dont je vous parlais tout à l'heure, avec derrière de multiples effets physiologiques et un impact direct sur les niveaux de stress. Donc, une publication de mon auteur fétiche, Le Presti. Donc voilà, donc vraiment des choses hyper intéressantes. L'alimentation, c'est fondamental. Et encore une fois, ce qu'il faut essayer d'éviter au maximum, c'est le cercle vicieux où on est stressé, on tombe dans des schémas où on s'alimente mal, on tombe dans des schémas où on essaye d'avoir des plaisirs immédiats, tabagisme, consommation d'alcool, consommation d'aliments gras, salés, sucrés. Voilà, on peut faire un cocktail des trois aussi, c'est possible. Sédentarité, absence de sport, ça aussi c'est terrible parce qu'on va moins oxygéner son cerveau, ses tissus. Et tout ça concourt en fait à créer en fait un cercle qui est négatif et qui va concourir finalement à une augmentation du stress, à une dégradation de l'état de santé. Et pourtant, quand on écoute notre cerveau, à court terme, c'est ce qu'il nous réclame. Et ça, tout le problème va être de conditionner les patients ou les personnes pour qu'ils acceptent de faire des efforts. Il faut remonter leur dopamine, il faut remonter leur niveau de motivation pour qu'ils acceptent un peu de sport, un peu une meilleure alimentation. Et là-dessus, notamment, la supplémentation va être particulièrement intéressante parce que ça va leur permettre justement d'accélérer ou d'augmenter cette motivation pour rentrer dans un cercle vertueux. Alors, plusieurs axes de supplémentation. Premièrement, un soutien de la physiologie. On sait très bien que le stress engendre une dégradation du statut micronutritionnel, principalement sur le magnésium, d'où les douleurs musculaires, les crampes, les contractures, la fatigue, l'irritabilité. Le zinc, d'où les problèmes de microbiote, ou plus exactement, d'hyperperméabilité intestinale, d'où les problèmes d'eczéma qui peuvent être déclenchés, d'un certain nombre de crises comme le psoriasis. Des nouvelles études ont montré d'ailleurs que le stress augmentait en fait les crises inflammatoires et les poussées de psoriasis, des vitamines du groupe B, la vitamine D pour soutenir l'immunité, des antioxydants qui sont fondamentaux. Je n'ai pas le temps de vous en reparler, mais antioxydants, immunité, tout ça c'est profondément lié. Inflammation, c'est profondément lié et intimement lié. Oméga 3, sur la mauvaise prise alimentaire, etc., etc. Une action directe sur le cortisol, donc mon chouchou, l'ashwagandha, la rhodiole qui est aussi une des plantes adaptogènes superstars quand on parle de cortisol. Et n'oubliez pas également les probiotiques, puisque
on arrive de plus en plus à montrer que le déficit en certaines souches, alors basiquement, bifidobactéries et lactobacilles, eh bien, engendrent une moins bonne adaptation au cortisol. On a aussi d'autres souches bactériennes, comme un peu Escherichia coli, etc., qui contribuent à l'adaptation au stress. Soutenir le moral, donc avec un certain nombre de plantes, le safran, le millepertuis, le 5-HTP, le tryptophane. Alors pour nos amis belges, millepertuis, pas possible, 5-HTP, pas possible, tryptophane à faible dose, donc bon, vous êtes un peu démunis. Il vous reste le safran, ça tombe bien, on a une très bonne qualité chez Vitanutrix. Sur l'axe dopaminergique, la tyrosine, la vitamine C. Voilà, donc là aussi, vous trouvez des très chouettes produits chez Vitanutrix. Tout ça, j'en parlerai après. D'ailleurs, tous ces nutriments, vous les retrouvez chez nous. Et puis, au niveau de l'action GABAnergique, le GABA, qui reste un acide aminé hyper intéressant, probablement sous-exploité, la mélisse, la passiflore, des huiles essentielles aussi qui peuvent être directement utilisées pour améliorer la détente, la relaxation, le petit grain bigarade, etc., etc. Alors, voyons quelques produits Vitanutrix. On aura le temps, encore une fois, demain de les détailler, mais là, je vais vous présenter quand même de quoi commencer une prise en charge si vous n'êtes pas là demain. Donc, Vitamagnésium Forte, un produit qui existe sous 2 conditionnements, 60 et 90 comprimés. Indication principale, fatigue, stress, anxiété, troubles de la mémoire et de la concentration. Vous savez que le magnésium a un rôle dans la transmission de l'influx nerveux et donc c'est un électrolyte hyper important au niveau des dépolarisations membranaires et au niveau cérébral. Donc c'est vraiment important de ce point de vue-là. Un rôle hyper important aussi pour les crampes, les spasmes et la récupération chez le sportif. Et puis quand on parle de douleurs chroniques, d'hypersensibilité, là encore, le magnésium intervient de manière directe. Donc vous voyez que cette formule ne contient pas que du magnésium, mais il contient également un grand nombre de vitamines du groupe B, du zinc. On n'en parle pas suffisamment, mais le zinc est un des premiers oligo-éléments qui vient à manquer quand on subit un stress chronique, d'où les troubles de la peau que je vous expliquais précédemment. Et vous allez pouvoir conseiller en soutien du Vitamagnésium Forte à raison de 2 à 3 comprimés par jour aux patients qui ressentent un stress passager ou éventuellement en soutien de personnes qui ont des cas un peu plus lourds, par exemple un burn-out ou des situations d'épuisement un peu importantes. Alors, une des forces du Vitamagnésium Forte, c'est de combiner 3 sels de magnésium différents. Tous sont particulièrement bien assimilés, mais ils vont avoir des rôles complémentaires. Par exemple, le citrate, qui est un très bon désacidifiant et donc qui va être intéressant notamment quand on a des manifestations du stress telles que des spasmes, des crampes ou des difficultés de récupération. On va trouver également du glycérophosphate de magnésium. Alors généralement, c'est un sel que vous connaissez bien. Il est très intéressant parce que c'est probablement le mieux assimilé et donc qui engendre une tolérance parfaite. Vous pouvez monter sur des doses très importantes de glycérophosphate de magnésium. Vous allez avoir, vous n'allez quasiment jamais avoir de problème de transit associé à ces fortes doses de magnésium. Et enfin, et pour finir, du bisglycinate de magnésium, un sel de magnésium qui a une absorption qui est retardée. Alors, retardée, pourquoi ? Parce qu'on va avoir une assimilation plus basse dans le tractus digestif et c'est comme si vous aviez une prise différée. Certains disent un peu LP pour long play ou retardé. Et donc ça, c'est intéressant, notamment quand on a des crampes nocturnes, des douleurs chroniques, où on va avoir un peu ce deuxième shot de magnésium qui va intervenir, notamment grâce au bisglycinate. Vous voyez, cette combinaison permet vraiment d'aller adresser des problématiques différentes de manière rapide et efficace. Donc, pourquoi choisir ce magnésium plutôt qu'un autre ? Eh bien, parce qu'il combine 3 sources de magnésium.
avec un fort dosage, donc 100 mg de magnésium élément par comprimé. Ne vous faites pas avoir, s'il vous plaît, en comparant des produits qui n'affichent pas le taux de magnésium élément. C'est véritablement ce qui est le plus intéressant et le plus important. Afficher, par exemple, la quantité de glycérophosphate de magnésium présente peu d'intérêt. Une biodisponibilité renforcée, donc rapide et prolongée, je vous en parlais. Une tolérance digestive parfaite. Honnêtement, vous pouvez monter jusqu'à 4-5 comprimés. Vous verrez, il n'y a aucun problème sur des patients qui sont très stressés, qui ont des crampes importantes, qui ont tous les symptômes d'un déficit de magnésium important ou alors qui ont des fuites de magnésium importantes, donc du stress, une pratique sportive importante ou une consommation d'alcool ou de diurétique importante ou de la prise d'IPP au passage. Vous avez tous les cofacteurs qui sont présents, notamment la B2 et le zinc, qui sont importants pour la conversion du magnésium et de la B6. Et puis, un comprimé pelliculé et facile à avaler. Alors, le deuxième produit que je pourrais vous recommander, c'est le Vitastress GABActive. Comme son nom l'indique, c'est non seulement un produit qui va agir sur le stress, mais qui va plus particulièrement cibler l'axe du GABA, donc qui va agir un peu comme un anxiolytique naturel. Vous pouvez le recommander, le conseiller dans les indications suivantes: le stress, évidemment, une mauvaise qualité de sommeil. Je vous rappelle que la plupart des problèmes de réveil ou de mauvais sommeil, qu'on soit en trouble de l'endormissement, nervosité, réveil nocturne ou réveil précoce, 9 fois sur 10, c'est un problème de GABA. 9 fois sur 10, c'est un problème de stress, d'équilibrage entre le GABA, la mélatonine d'un côté et la noradrénaline et le cortisol de l'autre. Et puis, si vous avez des manifestations du stress telles que de la nervosité, de l'agitation, des troubles du rythme cardiaque, alors vous avez tout intérêt à conseiller le Vitastress. Vous pouvez donc... deux indications ou deux conseils d'utilisation. Soit vous êtes sur un problème de stress chronique avec, par exemple, des troubles anxieux, des crises d'angoisse, avec des troubles du rythme cardiaque réguliers. Alors, vous faites attention, si ça perdure, on va voir un cardio ou on va voir son généraliste pour être sûr qu'il n'y a pas des problèmes cardiaques plus profonds. Mais 2 gélules, une le matin, une le soir, pour vraiment avoir un effet adaptogène tout au long de la journée. Ou alors, si véritablement la manifestation principale est des troubles du sommeil ou sont des troubles du sommeil, alors je vous recommande plutôt de prendre 2 gélules au coucher. Donc une demi-heure avant le coucher, c'est très bien. Un fond d'eau pour pas devoir se lever la nuit parce qu'on a bu trop d'eau. Et voilà. Et donc, on va avoir un certain nombre de nutriments qui vont agir sur l'axe du cortisol, du GABA déjà, donc qui a un effet direct sur l'axe du GABA et donc sur le stress. 250 mg pour 2 gélules. Un extrait d'ashwagandha qui est objectivé par plusieurs études cliniques et qui est hautement titré en withanolide, 35%, 240 mg. Au passage, on a un extrait d'ashwagandha donc, qui est objectivé et utilisé à la même dose que dans les études cliniques. Je vais vous présenter les résultats juste après. Un extrait d'aubépine. L'aubépine, c'est hyper intéressant parce que ça reste une plante hyper efficace contre les problèmes de nervosité, contre les problèmes d'excitation, mais également c'est un très bon cardioprotecteur et donc là encore elle va jouer son rôle pour diminuer le risque cardiovasculaire qui est lié à un stress chronique. Et puis vous savez que j'aime beaucoup le safran parce que le safran a un effet très important sur les troubles de l'humeur, mais également sur l'axe du stress. C'est pareil, je vous montre une petite diapo là-dessus. Et puis, enfin, de la vitamine B6, un grand classique, mais qui est impliqué dans toute la synthèse des neurotransmetteurs. À chaque fois que vous avez un neurotransmetteur qui est fabriqué, vous avez besoin de vitamine B6. Pour résumer, il y a une petite erreur sur le titre de la diapo. Ce n'est pas l'avantage des 3 sources de magnésium, mais c'est plutôt les indications des nutriments du Vitastress.
Donc, le GABA, qualité du sommeil, détente musculaire, anxiété. Le safran, stress, sommeil, troubles de l'humeur associés notamment aux états de stress chronique. L'aubépine, sommeil, stress, nervosité, régulation de l'activité cardiaque. Et l'ashwagandha, stress, anxiété et performance parce que c'est une plante adaptogène qui, à l'instar de la rhodiole, d'ailleurs souvent j'explique que l'ashwagandha c'est la rhodiole indienne ou c'est la rhodiole ayurvédique, eh bien, vous allez augmenter l'énergie dans la journée et vous allez augmenter la relaxation du soir. Donc, c'est vraiment une plante qui permet d'augmenter, d'améliorer en fait son cycle circadien et sa chronobiologie. Voilà, je vous passe sur l'ashwagandha. Voilà. Par contre, là où je ne passe pas, c'est son effet notamment sur le cortisol. Donc, vous voyez, ça c'est encore une fois une étude qui est réalisée avec le même extrait d'ashwagandha que celui que nous utilisons dans le Vitastress GABActive. Donc, on est à la même dose. Donc, 60 personnes, 240 mg par jour et pendant 60 jours. Et vous voyez que on a un effet qui est significatif dès un mois de traitement où on va avoir un taux de cortisol circulant qui va être abaissé. Et au bout du 60e jour, vous voyez qu'on a 26% de réduction du cortisol circulant en moyenne. C'est très important parce que vous voyez que ça va conditionner l'adaptabilité en fait de la personne. Il ne faut pas avoir un taux de cortisol trop bas, bien sûr, mais encore une fois, en l'abaissant légèrement, ça vous permet d'avoir des pics qui sont plus importants. Si votre cortisol est toujours haut, votre seule réponse, ça va être de la nervosité, de l'irritabilité, de la perte de vos moyens, votre cerveau cartésien là, qui est censé réguler en fait vos émotions ou vos stimuli émotionnels ne va pas du tout fonctionner et c'est pour ça que c'est important de faire baisser en fait le cortisol. C'est des données qui sont aussi vérifiées sur du cortisol salivaire. Bien qu'on discute et qu'on dise un mot après sur circulant versus salivaire, mais peu importe, on va retrouver les mêmes effets. Et ça a été confirmé dans plusieurs autres études. Le cortisol est baissé et abaissé entre 20 et 35% en fonction des études. Pour information, c'est mieux que la rhodiole. C'est aussi pour ça que je préfère utiliser l'ashwagandha que la rhodiole. Et qu'on a fait ce choix chez Vitanutrix depuis très longtemps maintenant, peut-être 8 ans, de mettre plutôt de l'ashwagandha dans nos produits que de la rhodiole. Alors, il y a d'autres raisons, mais je vais les passer ici sous silence. Et puis, on a également d'autres marqueurs qui sont améliorés. Échelle de perception du stress, très significatif. Je vous rappelle que plus le P est petit et plus on a des données qui sont significatives. Questionnaire général de santé, échelle de dépression, anxiété et cortisol sanguin. Donc ça, c'est une autre étude, vous voyez, avec 64 personnes, mais c'est le même extrait. C'est une publication un petit peu plus ancienne, de 2012, mais on a vraiment des résultats qui sont hyper intéressants, hyper significatifs. Voilà, et puis un petit mot également sur le GABA. Le GABA, c'est un acide aminé que vous trouvez en très faible quantité dans l'alimentation, dans les crucifères un petit peu, le soja, les champignons, les épinards, la tomate. Mais quand on va le prendre en nutrithérapie, eh bien, vous allez avoir des effets sur le stress, sur l'insomnie, sur l'amélioration des fonctions cognitives, à des doses qui sont plus importantes, sur des états de fatigue et à des doses qui sont là clairement pharmacologiques sur des problématiques d'épilepsie. Le GABA, alors on ne sait toujours pas s'il passe la barrière hémato-encéphalique. Là, c'est pareil, je veux bien qu'on en discute après si vous avez des questions. En tout cas, ce que l'on est sûr, c'est qu'il améliore les ondes alpha, il les augmente et il diminue les ondes bêta. Et ça a des effets directs sur la relaxation, sur la gestion du stress, sur l'amélioration du sommeil. Je vous rappelle que, je vais peut-être vous montrer ça ici, que les ondes alpha sont celles qui sont en lien avec la relaxation, la visualisation, la créativité. A contrario, les ondes bêta, c'est plutôt la vigilance, la concentration, la connaissance. Et donc, vous voyez que là, bêta, on est vraiment sur un état d'éveil stressé. Alpha, on est plutôt sur de la relaxation. Et donc, d'où ces effets bénéfiques en fait de l'ingestion du GABA. C'est plus efficace que de la L-théanine, c'est évidemment plus efficace que de l'eau qui servait comme témoin. Voilà, donc le Vitastress GABActive, vous avez compris, un extrait d'ashwagandha à très haute teneur en actif et objectivé.
plusieurs dizaines d'études. J'ai passé sous silence l'extrait de safran, voilà, du GABA aussi qui est très bien démontré. Et donc, voilà, vous avez vraiment un complexe qui est particulièrement intéressant pour adresser les différents désordres physiologiques liés au stress. Je terminerai par le dernier produit, Vitaprozene Seractive, donc qui est vraiment notre produit qui, comme son nom l'indique, va agir sur l'axe sérotoninergique, donc vraiment l'axe de la dépression, de l'irritabilité, de la tempérance. Alors ça, c'est vraiment des prérogatives directes de la sérotonine, et puis de la libido, et puis de la prise alimentaire, et puis plein d'autres choses à côté. Donc les indications, vous avez compris, je ne vais pas vous les relire. On peut avoir donc un conditionnement sous forme de comprimés pelliculés, donc facile à avaler. Et puis des conseils d'utilisation. Alors si vous êtes plutôt en mode, ou votre patient est plutôt en mode irritabilité, phénomène compensatoire lié à ce stress ou à cet état d'humeur, coup de blues de fin de journée, semi-dépression, alors je vous conseillerais plutôt un comprimé le soir en rentrant du travail ou en fin de journée à 18h par exemple. Ou alors, si vraiment vous avez un patient qui a l'habitude ou qui a eu l'habitude de prendre des antidépresseurs, généralement, ce sont des médicaments qui sont conseillés le matin, alors ne changez pas ses habitudes, proposez-lui plutôt au lever de prendre le Vitaprozene. Donc le safran, c'est une plante que vous connaissez également généralement bien. Moi, je l'aime particulièrement pour deux raisons. Premièrement, c'est sa rapidité d'action. Au bout de 2 semaines, vous avez des effets qui sont significatifs. Toutes les études le montrent parfaitement bien. Vous pouvez même avoir des patients ou des personnes qui sont sensibles dans la journée, quelques dizaines de minutes, quelques heures après la prise, une petite heure après la prise, qui sentent cet effet de lâcher prise, de relaxation. Alors ça, c'est très dépendant en fait de l'extrait de safran que l'on utilise. Au passage, chez Vitanutrix, alors est-ce que j'ai des choses pour vous montrer ça? Non, je ne crois pas. C'est pas grave. Si, peut-être ici. Non, pas. Bon, c'est pas grave. Je ne vais pas vous donner le tournis en passant à toute vitesse en fait les diapos. Mais la force de notre extrait de safran, c'est qu'il est doublement titré en crocine et en safranal. Et ça, ce sont deux actifs ou deux molécules qui sont hyper intéressantes parce qu'elles sont très complémentaires. La première, le safranal, va plutôt avoir cet effet relaxant, lâcher prise que l'on va pouvoir ressentir parfois très rapidement. Le deuxième actif, la crocine, c'est plutôt ce qui va compenser en fait les phénomènes compensatoires ou qui va permettre d'améliorer les phénomènes compensatoires, les grignotages, je me rabats vers des substances psychotropes, licites ou illicites, peu importe, c'est pas vraiment le problème, qui vont permettre de gérer en fait transitoirement cet état de stress. Et ça, donc, c'est lié à la qualité de l'extrait de safran. Et donc, il y a deux choses qui sont importantes. Ce double titre, il est possible parce qu'on utilise un extrait de safran qui est d'origine iranienne. La matière première est d'origine iranienne. L'extrait de safran est fabriqué en France. Et le deuxième point, c'est que c'est un extrait de pistil et non pas de pétale. Sur le marché, on voit des extraits qui sont moins chers apparaître, qui sont des extraits de pétale de safran, qui présentent des profils qui sont assez différents. On a surtout du safranal, on a relativement peu de crocine et avec des effets qui sont beaucoup moins bien démontrés. Donc là encore, sur le safran, la qualité de notre extrait de safran permet ces effets qui sont rapides et particulièrement efficaces. Et vous voyez, plusieurs études réalisées sur le stress. Donc moi, souvent, j'utilise le safran en lien avec son effet antidépresseur ou sérotonine-like. Là, vous voyez, on a vraiment des effets qui ont été démontrés sur l'axe hypothalamo-hypophysaire pituitaire, avec notamment le safranal en olfaction ou sur sa partie volatile, parce que c'est une molécule volatile
qui va agir assez rapidement sur l'amygdale, sur l'hypothalamus pour diminuer le stress, et la crocine qui va plutôt avoir un effet sur les médulo-surrénales, les cortico-surrénales, avec une diminution de la libération du cortisol. Donc, vous voyez qu'on n'a pas simplement un effet antidépresseur avec le safran, on a aussi un effet anti-stress qui est intéressant. Alors, vous voyez, on a ici des études très récentes, celle-ci date de 2022, et on montre ici que l'on a un effet positif du safran sur les neurones qui engendrent notamment une dérégulation de la voie de la sérotonine. Ça, c'est important parce qu'en fait, si on arrive à protéger ces circuits, eh bien, on va éviter d'avoir des effets particulièrement néfastes, notamment le déclenchement d'états de troubles de l'humeur chroniques, de dépression légère, voire éventuellement de dépression beaucoup plus sévère. Et au passage, cette étude est faite avec le même extrait de safran que celui que nous utilisons dans le Vitaprozène et dans le Vitastress GABActive. N'oubliez pas également que l'on peut avoir derrière d'autres bénéfices, notamment au niveau des... je suis désolé, il y a une petite erreur encore dans le titre, j'essaierai de corriger tout ça. Pourtant, j'ai passé du temps à vous faire cette petite synthèse. Et là, en fait, je voulais plutôt vous montrer le rôle de certaines bactéries, notamment des lactobacilles, qui vont améliorer en fait les marqueurs du stress et de l'anxiété. Et vous voyez qu'on a de nombreuses bactéries qui ont démontré leur efficacité pour améliorer la gestion du stress, éviter de tomber dans des phénomènes chroniques notamment. Bref, pour résumer, sur le Vitaprozène Seractive, vous voyez qu'on a une action unique, donc curcuma, safran. Je ne vous ai pas parlé du curcuma, mais c'est pour jouer l'effet anti-inflammatoire, notamment sur des problématiques de neuroinflammation. Un comprimé par jour, des effets rapides, une teneur garantie en safranal et en crocine, des effets qui sont avec des origines garanties et chémotypées, et des biodisponibilités qui sont optimales, notamment avec un extrait de curcuma qui est micro-encapsulé. Allez, pour conclure, je vous ai fait déjà une petite diapo permettant de récapituler la prise en charge du stress en fonction des symptômes que présente votre patient ou votre client. Donc, sur des stress passagers, vous pouvez conseiller par exemple un Vitamagnésium Forte. Ça va améliorer plein de choses, notamment ces états de fatigue, sa récupération. Sur des stress chroniques, vous avez le Vitastress GABActive, donc qui va agir notamment sur la dérive du cortisol. Sur les burn-out et les épuisements, vous pouvez coupler le Vitastress GABActive avec le Vitaprozène. Et là, vous allez avoir remonté globalement les niveaux d'énergie. Alors, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas coupler, par exemple, avec un Vitasynergie qui contient de la tyrosine et des vitamines du groupe B pour diminuer les états de fatigue. Mais ça, je vous laisse proportionner en fonction des manifestations principales du patient. Mais là, véritablement, il faut vraiment prendre en main les choses afin de remonter ce patient. Et puis, il faut surtout aussi qu'il arrive à lâcher un peu prise, peut-être partir en vacances s'il en a la possibilité, pour améliorer son sommeil et éviter cet état d'épuisement qui peut tourner vers le burn-out. Et finalement, le burn-out, j'en ai assez peu parlé parce que pour moi, c'est vraiment un sujet à part entière. On a vraiment une dégradation très nette de l'état de santé, de l'état du moral également. Et là, il faut vraiment finalement essayer de prendre en charge le patient en profondeur avec 3 axes peut-être. La remontée de sa sérotonine, puisque déjà si son moral remonte un peu, le reste risque de suivre ou devrait suivre. Lui apporter des oméga-3 hyper importants pour notamment la régulation du système nerveux, des neurotransmetteurs, mais également diminuer les états inflammatoires qui sont associés. Et puis également améliorer l'immunité. Et là, on a notamment le Vitabiotique Immune chez Vitanutrix, qui est une formule particulièrement innovante avec des probiotiques, des micronutriments,
des plantes, notamment un extrait de shiitake, pour remonter véritablement le système immunitaire et l'immunité intestinale avec des apports de probiotiques ciblés et qui ont fait la preuve de leur efficacité dans le maintien d'une bonne immunité. Donc vraiment le burn-out, problématique un peu à part où il faut véritablement faire un travail de fond pour remonter le métabolisme du patient. Voilà, et puis n'oubliez pas également la prise en charge et les stratégies non nutritionnelles avec tout ce qu'on a dit, l'activité physique, le sport, et il faut trouver des moyens de les motiver pour éviter justement d'entrer dans ce cercle vicieux où moins j'en fais, moins j'ai envie d'en faire, parce que là, vous serez évidemment avec des patients qui seront de plus en plus mal en point. Voilà, je vous remercie pour votre participation et je suis à vous pour les questions. Après, peut-être une petite présentation de Solène. Oui, ouais, désolée de vous tenir encore un petit peu. 5 petites minutes, juste en quelques mots. Déjà, merci beaucoup pour la présentation, Ludovic, qui était extrêmement claire. Et je pense que tout le monde est d'accord ici pour le dire. Mais juste quelques mots sur Complément Pro, donc sur une plateforme sur laquelle vous pouvez recommander des compléments alimentaires. Et vous allez retrouver différents laboratoires, dont Vitanutrix. Donc, c'est une plateforme sur laquelle vous retrouvez différents labos de compléments alimentaires où vous pouvez faire des recommandations à vos patients. Et ensuite, vous pouvez vous assurer du bon suivi en soi, suivre un petit peu où en sont les recommandations. Mais très rapidement, en fait, je voulais juste vous partager un petit peu le fonctionnement. Ludovic, tu pourrais me dire si le partage d'écran fonctionne. Super. Parfait. Alors, donc là, vous êtes sur l'interface principale avec les différentes fonctionnalités. Vous avez vos fichiers patients, vos fichiers de recommandation, les protocoles. Donc, par exemple, on peut créer des protocoles avec les produits présentés ici par Ludovic pendant le webinaire, le catalogue intégral. Et donc, nous, ce qui va nous intéresser, c'est comment créer une recommandation ici. En fait, ce qu'il vous suffit de faire, c'est soit déjà d'enregistrer un patient, sauf si vous les avez déjà enregistrés. Dans ce cas, vous sélectionnez juste un patient et vous ajoutez des produits un à un, donc de différents labos. Vous pouvez filtrer ici au niveau du catalogue selon les laboratoires. Si par exemple, vous voulez que des produits Vitanutrix, vous allez sur Vitanutrix et ça filtre ça pour vous. Vous pouvez sélectionner des actifs différents ou sinon par objectif santé. Donc, si par exemple, là, on reste un peu dans la thématique du jour sur le stress, vous voyez les différents produits des différents labos que vous pouvez recommander. Tout ça sur une même plateforme et votre patient, moi, il reçoit qu'un colis, en fait, même si ça vient de différents labos. Par exemple, sur les fiches produits, vous allez avoir une description toute complète du produit, sa formulation, la posologie, les contre-indications s'il y en a, le sourcing, la transparence, c'est une des valeurs principales qu'on va essayer de mettre en avant sur l'outil. Donc, vous avez toujours le sourcing des actifs, des études cliniques, parce que c'est important de témoigner de l'efficacité avec un petit backup de la science, et plus d'informations à télécharger sur les produits. Donc, c'est des fiches produits qui sont assez fournies pour vous permettre de faire des recommandations à vos patients. Et typiquement, si on cherche, par exemple, le GABA actif de Vitanutrix, vous pouvez l'ajouter aussi. Après, vous faites ça, vous pouvez changer les instructions de prise selon le besoin du patient. Vous pouvez mettre des petites notes et vous envoyer en cliquant ici. Vous l'enregistrez ou vous l'envoyez. Et après, votre patient, il reçoit tout ça. Votre patient consultant reçoit tout ça par email. Et lui, après, en un clic, il fait sa commande depuis le petit lien de recommandation qu'il va recevoir. Donc, c'est ultra simple. Le but, c'est de simplifier pour vous les recommandations et le bon suivi pour le patient. Il y a une multitude de labos sur la plateforme, donc on va vous envoyer le lien pour l'inscription si vous le souhaitez dans le chat. C'est entièrement gratuit. Donc Vitanutrix, comme je le disais, mais pas que. Donc les nouveaux arrivants, là, ça va être Metagenix, Vicelab, Nutergia, Nutrienco et New Roots. Mais ça se complète un peu au fur et à mesure avec vos retours. Donc n'hésitez pas à vous inscrire. Comme je dis, c'est entièrement gratuit de toute façon. Et après, nous, on vous appelle pour discuter un petit peu avec vous de vos besoins, des labos que vous souhaiteriez voir apparaître également, par exemple. Et donc, voilà, je pense que mon collègue a dû vous transmettre le lien. Et aussi, je vous invite à vous inscrire aux prochains événements. La semaine prochaine, on a un webinaire sur les maladies auto-immunes avec ImuPro. Et ensuite, on fera une présentation du laboratoire Mycelab la semaine d'après. Et donc, une introduction à la mycothérapie. Donc, ça peut être intéressant également. Donc, je vous invite à vous inscrire. On vous partage aussi le lien dans le chat. C'était assez rapide, je suis désolée, mais je ne voulais pas perdre de temps pour les questions-réponses parce qu'on a eu quelques questions pendant la présentation.
Alors Ludovic, tu veux que je te pose quelques questions qui sont passées au fur et à mesure? Ouais, avec plaisir. Alors. Déjà, moi, j'en ai vu passer plusieurs concernant les contre-indications pour les femmes enceintes, donc notamment sur le vitesse 13 GABA actif et le Prozen. Ça, c'est des questions qui reviennent quand même beaucoup en général avec les plantes. Oui. Alors, très clairement, les 2 produits sont déconseillés chez les femmes enceintes, en raison de la présence de safran. Le safran est une plante qui est très intéressante parce que rapide, parce que, voilà, peu d'interactions médicamenteuses, contrairement au griffonia ou au millepertuis. Par contre, elle a une action abortive, enfin, le safran a une action abortive et vraiment, il faut le déconseiller. Donc sachant qu'il y a du safran dans ces 2 produits, je vous déconseille voilà, la prise du produit ou le conseil du produit chez les femmes enceintes. Ok. Est-ce que le zinc qui est contenu dans le vitamagnésium est suffisant ou on peut prendre plus de zinc? En fait, on est alors pour 3 comprimés, on est à 10 milligrammes de zinc, donc on est juste à la VNR. Bon, c'est intéressant, mais effectivement, si on a des manifestations qui montrent des signes de carence de zinc, donc manifestations cutanées, par exemple, difficulté de cicatrisation, stress oxydant important. Alors, c'est difficile à voir, mais ça peut se traduire par un état inflammatoire un peu chronique. Alors oui, vous pouvez supplémenter éventuellement avec du zinc. Chez Vitanutrix, on a notamment la gamme Expert qui comprend des produits qui sont en fait des nutriments unitaires, mais qui sont toujours avec de la plus-value. Donc là, on utilise en l'occurrence sur le zinc Expert de chez Vitanutrix un bisglycinate de zinc. Voilà, qui est bien dosé, qui vient de chez Albion. Albion, je vous rappelle que c'est eux qui ont développé les bisglycinates, qui ont fait toutes les études cliniques dessus. Donc oui, vous pouvez complémenter avec éventuellement un peu de zinc pour soutenir en fait l'apport en zinc. Mais de manière générale, à 3 comprimés jour, vous avez déjà une teneur en zinc importante et un apport en zinc important au vu de sa biodisponibilité et du fait qu'on utilise aussi du bisglycinate. Ok. Alors, est-ce que le corps peut s'accoutumer aux acides aminés, donc tyrosine, GABA, tryptophane? Est-ce qu'il pourrait du coup y avoir un effet rebond à l'arrêt? Non, du tout. Non, en fait, ce qui est important avec les acides aminés, c'est vraiment la chronobiologie en fait et la chrononutrition. C'est-à-dire qu'en fonction du moment de prise, vous pouvez avoir un effet qui varie de 0 à extrêmement bon. Parce qu'il faut le prendre au bon moment, parce qu'il faut éviter l'interaction avec d'autres acides aminés et des phénomènes de compétition. Alors, les plus connus, c'est les acides aminés branchés avec le tryptophane ou la tyrosine avec le tryptophane, par exemple. Mais non, à l'arrêt, il n'y a pas d'effet rebond. Il n'y a pas d'effet rebond. En fait, vraiment, vous soutenez, enfin, vous donnez une brique au métabolisme et on n'a pas ce phénomène de surstimulation qui peut engendrer derrière un problème d'effet rebond. Donc non, c'est pas décrit et ce sera pas le cas. Et combien de temps pour ce genre de cure maximum? En fait, j'aurais tendance à dire qu'il n'y a pas vraiment de maximum, que ce soit pour le Vitastress par exemple ou le Vitaprozen. C'est des produits qu'on peut prendre sur le long cours, idem pour le magnésium. Bon, après, généralement, au bout de 2-3 mois, on doit avoir une amélioration. Et si en fait il n'y a pas d'amélioration, ça veut dire qu'il y a d'autres problèmes qui persistent. Alors, c'est peut-être des problèmes au niveau du microbiote, c'est peut-être des problèmes au niveau de l'alimentation, c'est peut-être aussi des problèmes psycho-émotionnels. Hein. C'est vrai qu'on parle systématiquement finalement des nutriments, de la nutrition, du sport, de l'alimentation. Hein. C'est des réflexes que l'on a, mais de temps en temps, il faudrait regarder aussi notre état d'humeur hein, pour véritablement. Et encore une fois, si on n'arrive pas à gérer quelque chose d'un point de vue émotionnel, on peut bien s'alimenter, bien se nourrir, on va retomber dans un certain nombre de travers et dans un certain nombre de déficits. Donc je pense que c'est vraiment important à un moment donné de prendre aussi en considération le fait que certains professionnels de santé qui vont plus agir voilà, sur le volet psychologiques du patient peuvent être intéressants quand au bout de 3-4 mois, on est toujours dans le même état ou avec un état qui s'est malheureusement que trop sensiblement
améliorée. OK, très clair. Hem, mmh, mmh, mmh. Contre-indication à nouveau, compatibilité des produits présentés avec certains traitements anxiolytiques ou des antidépresseurs. C'est vrai qu'en général, il y a beaucoup de contre-indications pour, safran et les autres également? Alors, safran, non, pas trop. Justement, c'est une des seules plantes. Alors, on a un effet cumulatif, donc ça peut toujours être un peu compliqué, si vous voulez, de conseiller une plante, du safran, qui va avoir le même effet qu'un antidépresseur. Et donc là, il faut vraiment avoir un encadrement médical, mais avec le safran, on n'a pas d'effet sérotoninergique tel que ça a été décrit, par exemple, avec le millepertuis, ou pire avec le griffonia, où là, si on mélange les deux, on peut vraiment avoir des excès de sérotonine. Alors ça se traduit par une augmentation de la température corporelle, des tremblements, une déshydratation. Enfin, voilà, ça peut vraiment être très problématique, des somnolences accrues. Donc, ce n'est pas le cas avec le safran. Et donc, pour répondre sur le volet, en fait, compatibilité avec des antidépresseurs, je vous le déconseille quand même parce qu'on peut avoir des effets cumulatifs et donc déréguler ou déséquilibrer en fait un certain nombre de personnes. Mais on n'a pas une nette contre-indication. Et je connais d'ailleurs un certain nombre de médecins qui combinent des faibles doses d'antidépresseurs avec, par exemple, un Vitaprozène, puisque c'est des prescripteurs, et c'est pas qu'un, je pense à 2 ou 3, Vitanutrix, qui conseillent, en fait, dans cette indication, un couplage antidépresseur et safran. Idem sur le Vitastress. On a un effet GABAergique, mais on n'a pas de contre-indication avec un anxiolytique. On va certes avoir un effet cumulatif, mais l'objectif, c'est quand même à terme de se débarrasser potentiellement des anxiolytiques. Je ne dis pas la même chose en fait des antidépresseurs où il faut être plus modéré dans le discours, mais l'objectif c'est vraiment de se débarrasser des anxiolytiques. Donc je suis beaucoup moins modéré en fait avec le Vitastress. Et s'il y a un état de stress important et qu'il y a une prise médicamenteuse en parallèle, on peut tout à fait conseiller un Vitastress en parallèle. OK, d'accord, très clair. Hem, Pourquoi, selon vous, donc l'ashwagandha mieux que la rhodiole? Alors, déjà au niveau clinique et au niveau résultat des cliniques, si on compare des extraits de rhodiole qui sont objectivés versus des extraits d'ashwagandha qui sont objectivés, c'est-à-dire qui font l'objet d'études cliniques, eh bien, on a, par exemple, sur la cortisolémie, des effets qui sont un peu meilleurs sur l'ashwagandha. Pour information aussi, parce qu'on le sait relativement peu, il y a plus d'études sur l'ashwagandha qu'il n'y en a sur la rhodiole. Le deuxième point, alors ça, il est plus en lien avec des engagements éco-responsables que je n'ai pas détaillés chez Vitanutrix, mais qui sont importants, qui se manifestent, par exemple, et la dernière fois, je me souviens très bien que dans Nafold, on avait parlé des oméga 3 qui sont phospholipidiques chez nous et qui sont extraits de hareng et non pas de krill. Eh bien là, c'est la même chose. En fait, la rhodiole est une espèce qui est soumise à un CITES. Un CITES, c'est quoi? C'est en fait un arrêté qui limite en fait le commerce de cette plante parce qu'elle est menacée. Alors, elle est menacée dans certaines régions du globe, pas partout. C'est pour ça qu'on en trouve encore. Mais il y a quelques années, on avait des problèmes d'approvisionnement avec la rhodiole, notamment parce que la rhodiole est une plante qui, de par son exploitation, commence à devenir problématique au niveau de la biodiversité et au niveau de sa survie. Donc, c'est aussi pour cette raison et pour des raisons d'engagement éco-responsable qu'on préfère l'ashwagandha à la rhodiole. OK, d'accord, d'accord. Alors, que pensez-vous des glycérophosphates? Les phosphates sembleraient augmenter le risque de maladies rénales et cardiovasculaires et une plus faible densité osseuse, car le phosphore précipite le calcium et réduit son absorption. Oui, alors dans du glycérophosphate de magnésium, on a effectivement un tiers de magnésium, deux tiers de glycéro. Cela dit, par rapport à l'apport alimentaire en phosphore, qui est de plusieurs centaines de milligrammes, en fait, on va avoir une contribution qui va être relativement faible. Et n'oubliez pas que tout ça, ça va être compensé par des apports en magnésium qui ont globalement les effets inverses.
Alors en plus, on utilise un citrate, donc qui est plutôt désacidifiant, donc on va avoir l'effet inverse au niveau de ce que vous décrivez ou de votre question au niveau ostéoporotique ou au niveau osseux. Donc aux doses utilisées, on a finalement un apport en phosphore qui est assez marginal par rapport à n'importe quel apport alimentaire. Donc, j'entends de temps en temps cet argument, mais encore une fois, le bénéfice-risque, il est particulièrement faible. Et à contrario, la preuve que les glycérophosphates, alors que ce soit de calcium, de magnésium ou d'autres sels, soient acidifiants ou déséquilibrent la balance phosphocalcique, n'a jamais véritablement été démontré. Donc, ouais, je m'inscris relativement en faux par rapport à cette objection que j'entends régulièrement et voilà, pour les arguments que je viens de vous décrire. Très bien. Est-ce que le Vitastress et le Vitaprozène seraient également adaptés dans le cadre d'un syndrome de stress post-traumatique ou on ne serait pas sur les mêmes mécanismes? Si, tout à fait. Vous pouvez, exactement, on a les mêmes dérégulations, alors qui sont encore un peu plus tenaces d'ailleurs, parce que derrière un syndrome de stress post-traumatique, on a généralement un état d'inflammation ou de neuro-inflammation qui est caractérisé. Souvent aussi, on voit des dysbioses apparaître. Hein. Si on fait un screening du microbiote, on voit aussi des trous dans la raquette au niveau des populations bactériennes. Donc, Vitastress, Vitaprozène et éventuellement un vitabiotique immune que je vous ai présenté succinctement. Mais il faut remonter, il faut effectivement souvent remonter le microbiote. Alors, je ne vous dis pas tout le temps, hein, encore une fois, pour faire une anamnèse un peu poussée, il faut regarder les symptômes principaux pour savoir si on tape plutôt sur le GABA, plutôt sur la sérotonine, plutôt sur le microbiote, plutôt sur les trois. Mais en tout cas, et donc pour finir, il y a souvent une dimension immunitaire aussi qui est à prendre en considération. Je vous rappelle que de nombreuses études ont montré que sur des maladies auto-immunes, il y avait souvent un choc traumatique à un moment ou un autre qui s'ensuit d'un stress et d'un déséquilibre du système immunitaire. Ok, très bien. Il y en a une autre là sur l'ashwagandha. Est-ce que c'est très bien toléré l'ashwagandha ou est-ce que tu as déjà entendu parler de douleurs intestinales après la prise d'ashwagandha? Alors pour le coup, non. Alors nous, chez Vitanutrix, on l'a eu dans 2 produits, le Vitastress tel que vous le connaissez actuellement et son ancêtre qui s'appelait le Vitasleep, qui était ciblé sur le sommeil mais qui contenait également en fait un extrait d'ashwagandha. Et en fait, on a eu très peu de retours négatifs suite à d'ailleurs, on n'a jamais eu de retour négatif sur le produit, sur sa prise ou sur des troubles digestifs. Et de mémoire, il n'y a pas eu de description outre mesure de problèmes digestifs liés à la prise d'ashwagandha. Alors, je ne veux pas minorer les choses. Hein. Après, vous savez, la physiologie, l'organisme, la sensibilité à certains composants, c'est quelque chose d'extrêmement complexe. Donc, je ne remets absolument pas en cause le fait qu'il y ait eu un ressenti par un patient ou un utilisateur. Mais mine de rien, autant on a des effets qui sont bien décrits, autant ashwagandha et troubles digestifs, c'est rare. D'ailleurs, j'ai jamais eu ce retour jusqu'à présent. Oui, après peut-être un cas patient comme ça, une Désolé, sensibilité. mais encore une fois, tout est possible. Hein. Tout est possible quand on prend des nutriments, aussi naturels soient-ils, voilà, on n'est jamais à l'abri d'avoir des problèmes de mauvaises réactions. Mais écoute, je te remercie d'avoir pris le temps de répondre. Bon, il reste quelques petites questions, mais on a répondu à la majeure partie. Beaucoup de questions c'était principalement concernant les contre-indications des différents produits. Donc ça, c'est des choses dont peut-être tu vas parler demain pendant l'atelier pratique aussi, en parlant plus longuement des produits. Oui, c'est ça. On parlera plus longuement des produits, on regardera un peu plus les études, et puis je vous laisserai peut-être aussi un peu plus de place pour des questions un peu ciblées. Peut-être qu'on abordera des protocoles. Alors, j'ai essayé quand même d'avoir une approche assez pratico-pratique, hein, en saucissonnant la problématique stress en quatre grands schémas, mais voilà, on essaiera de rentrer un peu plus en profondeur dans les mécanismes d'action et dans ce schéma aussi que je vous ai présenté avec les différents
déséquilibre pour voir comment on peut, par quel bout on peut prendre la pelote de laine, parce que souvent on a plein de symptômes et plein de manifestations chez les gens qui sont stressés chroniques ou chroniquement, et on essaiera de voir comment on peut, par quel bout prendre les problématiques. Non, mais c'était très clair. C'est une thématique qui est hyper large, beaucoup de choses à aborder, donc tu l'as très, très bien fait, je pense. Tout le monde est très d'accord dans le chat. En tout cas, j'ai vu plein de messages passer, présentation hyper intéressante. Je te remercie encore pour ce temps. Et Bon, merci à tous, hein. et merci à tous, et puis rendez-vous, je ne sais pas, on n'a pas encore fixé de calendrier, mais c'est avec plaisir. Avec plaisir, idem, idem. Écoutez, très bonne soirée à tous, et puis à demain, Ludovic. Merci beaucoup, bonne soirée à tous, Au merci. revoir. Au revoir.